bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue et merci de votre présence ce soir pour ce webinaire dédié au bon usage des antibiotiques en pratique dentaire, organisé par l'URPS PACA chirurgien dentiste avec la collaboration du Centre régional en antibiothérapie. Vous étiez près de 200 inscrits à avoir répondu présent et ça fait vraiment plaisir de voir autant d'engagement autour d'un sujet aussi important que celui-ci. La prescription d'antibiotiques, on le sait, fait partie de notre quotidien au fauteuil et parfois aussi de nos dilemmes. L'URPS organise aussi régulièrement des événements, des webinaires, des formations, des rencontres sur des sujets très concrets comme pour accompagner au mieux les chirurgiens dentistes dans leur pratique quotidienne. Nous sommes ravis que vous soyez au rendez-vous ce soir. Et comme le programme de ce soir est riche, rythmé avec des intervenants de grande qualité, et pour assurer le fil conducteur de cette soirée, c'est le docteur Véronique Mondin, spécialiste en infectiologie au CHU de Nice, qui assurera la transition entre les différentes interventions. Et puis en toute fin de webinaire, nous prendrons un moment pour revenir sur les cas cliniques que nous vous avons envoyés il y a quelques jours. Vous avez été une cinquantaine à y répondre et vos retours seront l'occasion d'échanger autour des pratiques réelles et des recommandations actuelles. Voilà, une très bonne soirée à tous et à toutes et encore merci pour votre participation. Je laisse la parole donc à Véronique Mondin qui va nous présenter les intervenants et qui sera le fil conducteur. Moi, je vais m'occuper du chat, comme ça s'il y a des questions en cours de webinaire, je les noterai, puis on pourra y revenir à la fin de chaque intervention peut-être. D'accord ? Ça marche comme ça ? À toi, Véronique. Merci beaucoup, Gérard. Merci beaucoup d'être là et à toi. Merci beaucoup Véronique. Donc bonsoir. Alors moi effectivement je suis le professeur Delphine Tardiveau. Je suis PUBH en santé publique à la faculté d'odontologie de Marseille. Et donc je partage mon activité effectivement entre la fac et l'hôpital, puis bon le labo de recherche. Et donc en fait c'est vrai que quand on a préparé cette soirée, on s'était dit ce serait sympa en fait de présenter alors une étude qu'on a faite dans le cadre du service des urgences dentaires sur justement l'évaluation de la pertinence de nos prescriptions d'antibiotiques en odonto. Euh, Histoire en fait de faire un petit peu un point de départ et un constat pour voir les marges d'amélioration, ce qui était conforme ou non aux recommandations dans la pratique quotidienne et on va dire un peu dans la vraie vie. Donc voilà, donc c'est ça que je vous propose de partager avec vous aujourd'hui. Donc, alors, comme c'est comment dirais-je, une étude clinique, hein, ça suit le plan de l'article qui va être publié sur cette étude. Voilà, donc je vais essayer de vous en faire un teasing sympa pour que tout le monde ait envie de le lire quand il sortira. Je vais vous effectivement faire un petit peu le point de la biblio qui nous a permis de définir notre sujet de recherche et de justifier en fait cet intérêt. Je vous expliquerai rapidement la méthodologie en fait des audits cliniques qui se font beaucoup en pratique hospitalière, mais qui sont assez facilement, et vous le verrez, transposables de façon assez simple finalement en cabinet. Les résultats que nous avons eus et partant de ces résultats, la discussion qu'on a pu avoir et les réflexions auxquelles nous ont amené ces résultats. Et puis en conclusion, effectivement, voir ce qu'on peut faire pour améliorer la pertinence de nos prescriptions. Alors, au niveau du contexte général, en fait, l'OMS considère actuellement que l'antibiorésistance, c'est la plus grande menace de santé publique qui existe, puisque, il a été modélisé que si personne ne faisait d'efforts et que tout le monde continuait de la même façon que ce qu'on est en train de faire actuellement, d'ici 2050, l'antibiorésistance serait responsable de plus de 10 millions de morts par an, ce qui en ferait la première cause de mortalité mondiale. Donc en 2022, alors l'acronyme c'est GLASS en anglais, c'est le Système mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens, qui a révélé qu'en fait, actuellement, on a déjà 87 pays dans le monde qui ont des niveaux
élevé de résistance. Alors bien évidemment, ce sont les pays dans lesquels on prescrit le plus d'antibiotiques. Et qu'au-delà des enjeux médicaux que ça représente, en fait, l'antibiorésistance a un véritable coût économique au niveau mondial parce que des hospitalisations prolongées, parce que des traitements de seconde ligne pour pallier à cette résistance qui sont plus coûteux, etc. Donc, vous l'avez compris, et c'est tout le thème de cette soirée, en fait, le facteur majeur de cette crise, c'est l'usage inapproprié des antibiotiques. Et en fait, on estime déjà qu'actuellement, dans certains pays, on a jusqu'à 80% des prescriptions antibiotiques qui sont inappropriées en odontologie. Alors, c'est une problématique qui est commune à toutes les disciplines médicales, mais comme le disait Véronique en introduction, on ne s'était pas concerté, mais on a dû lire les mêmes articles. L'odontologie, en fait, représente, enfin, l'odontologie libérale représente 12% des prescriptions antibiotiques en France. Donc, effectivement, on a un rôle et qui n'est pas des moindres à jouer en termes de santé publique à ce niveau-là. Alors, on sait qu'on a des recommandations qui sont bien établies, et pour autant, on sait aussi qu'on a des prescriptions qui restent inappropriées de façon assez fréquente. Et notamment, alors je pense qu'on rentrera un petit peu plus dans le sujet au fil de la soirée, et que vous en avez eu un aperçu avec les cas cliniques qui vous ont été proposés, mais notamment dans le cadre de la prise en charge des infections pulpaires. Donc, en 2017, fort de ce constat, la Société européenne d'endo a lancé une campagne de sensibilisation sur justement l'usage approprié des antibiotiques en endo. Il y a des recommandations qui ont été émises par rapport à ça, avec des situations cliniques bien définies dans lesquelles les antibiotiques devaient être prescrits, en tout cas sur lesquelles il y avait une recommandation de prescription d'antibiotiques. Mais bien qu'on sache que ces recos existent, la pratique clinique, elle est toujours plus complexe que juste les jolies recommandations imprimées sur le papier. Et en fait, c'est vrai que c'est parfois compliqué de concilier l'urgence de la prise en charge, les attentes des patients, les contraintes organisationnelles qu'on peut tous avoir au quotidien, et en même temps cette rigueur scientifique. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a mis en place cette étude. Alors, notre question de recherche était simple, puisque c'était un audit clinique, d'évaluer la conformité des prescriptions antibiotiques qui étaient faites dans le service des urgences d'odontologie de la Timone aux recommandations qui avaient été émises par la Société européenne d'endodontie. Alors, oups, pardon, je suis allée un petit peu vite. Alors, sur la revue de la littérature, parce qu'en fait, un audit clinique, on prend ce qui fait référence en termes scientifiques, on en établit une grille en fait de conformité, et ensuite on compare cette grille à nos pratiques cliniques. Donc, il nous fallait une base qui était, donc, comme je vous l'ai expliqué, les recommandations de la Société européenne d'endo de 2017, avec des critères bien spécifiques de recommandations de prescription d'antibiotiques. Et qu'est-ce qui ressort de ces études? Ben, en fait, il ressort de ces études qu'il y a 50 à 70% des prescriptions qui sont faites pour des douleurs pulpaires, mais sans signe infectieux. Et que souvent, on a des prescriptions qui sont prophylactiques et qui sont tout à fait hors indication des recommandations. Donc souvent, en fait, ce qui était déjà relevé dans la littérature, c'est qu'on a tendance à prescrire par précaution, mais sans indication réelle. Alors, notre méthodologie a été la suivante. Donc, on a conduit deux audits. En fait, c'est deux tours du même audit prospectif dans notre service des urgences dentaires en 2023 pour évaluer la pertinence de la prescription des antibiotiques par rapport aux recommandations. Alors, pourquoi un audit? En fait, ça permet une évaluation objective, puisqu'en fait, on prend exactement ce qu'on fait et on compare aux recos. Et c'était surtout de progresser de façon collective. Donc, deux périodes, une en avril, une en octobre, donc séparées de 6 mois. Et entre les deux audits, l'idée, c'est de mettre en place une formation ciblée sur les recommandations, fort des écueils qui auraient pu être relevés durant le premier, et de faire un feedback personnalisé en fait à tous les praticiens qui avaient prescrit durant l'étude, de façon à analyser, enfin, à leur permettre d'analyser de façon personnelle leurs pratiques.
Et donc, notre objectif était bien sûr de faire une sensibilisation immédiate et éventuellement un changement de pratique. Donc, vous l'avez compris, notre premier tour d'audit, c'était un état des lieux. Entre les deux, on a fait un feedback personnalisé et des formations ciblées. Et le deuxième tour d'audit, c'était l'évaluation de l'impact de ces formations sur la conformité ou non des prescriptions d'antibiotiques. Alors, on a collecté tout un tas de données, comme on le fait systématiquement dans toute étude clinique, alors assez générale sur l'âge, le sexe, etc. Et aussi, bien sûr, sur le diagnostic, sur le geste clinique qui avait été réalisé ou non dans le cadre de l'urgence, et si prescription il y avait eu d'antibiotiques, quelle avait été la prescription, la molécule, la dose, la durée, enfin tout. Alors, sans plus tarder, les résultats de notre enquête. Donc, en tout, on a retenu 640 patients. Il y en a très peu. Alors, je ne vous ai pas tout présenté, donc vous n'avez pas le flowchart, mais il y en a très peu qui ont été, comment dire, qui ont été exclus pour cause de dossiers incomplets. Je crois qu'il y en a une dizaine sur les 640. Donc 640 patients inclus, 377 dans le premier audit versus 263 dans le second, avec des profils, on va dire, d'âge, de sexe, etc., comparables, donc ce qui validait en fait la fiabilité de nos résultats. Et ce qu'il est apparu en premier, c'est qu'en fait, 82% des patients consultaient pour des douleurs aiguës. Et si vous regardez dans le petit diagramme que je vous ai remis en dessous, en fait, les diagnostics les plus fréquents, alors non, pardon, c'était des douleurs. Et les douleurs, en fait, si on analyse un peu plus finement, c'était bah, des caries, des pulpites et éventuellement des abcès apicaux principalement. Donc en fait, on retrouve bien ce qu'on avait dans la littérature, à savoir qu'on a une forte représentation des cas endodontiques, on va dire, et on sait que c'est ces cas-là qui sont compliqués à gérer, notamment de par la confusion qui est faite fréquemment entre la douleur inflammatoire et l'infection bactérienne réelle. Alors, sur nos résultats en termes de prescription, sur le premier audit, donc 377 patients, on avait 33% pour lesquels il y a eu une prescription antibiotique. Et parmi ces 33%, il y en a 75% qui étaient inappropriés. Alors, 75, comme ça a l'air énorme. Quand je dis 75, ça veut dire soit qu'un antibio avait été prescrit alors que ça n'aurait pas dû être le cas, soit que l'antibio a été prescrit alors que ça devait être le cas, mais que n'ont pas été conformes soit la molécule, soit la posologie, soit la durée. Donc quand je dis 75%, c'est vraiment si on est complètement intransigeant. Mais ça reste pas négligeable. Sur le deuxième audit, donc on avait 263 patients, il y en a 26 qui ont eu une prescription antibiotique, avec cette fois-ci un taux de prescription inappropriée diminué à 65%. Donc en fait, entre nos deux audits, on avait quand même une baisse de 10% de nos prescriptions inappropriées, ce qui nous permettait de pressentir dans les conclusions que l'intervention qu'on avait eue entre les deux, enfin le type d'intervention avait un impact positif, mais qu'une seule intervention était peut-être un peu insuffisante, et que 10% d'amélioration, c'était chouette, mais ça laissait quand même un tiers des patients qui recevaient des antibiotiques de façon non appropriée, donc c'était toujours pas négligeable. Euh, alors, on a essayé de creuser un petit peu plus pour savoir quelles étaient les erreurs qui étaient principalement liées à l'indication. En fait, la majorité des prescriptions inappropriées sont liées à des douleurs sans signe infectieux avérés, notamment les pulpites et notamment les abcès apicaux aigus localisés. Et en fait, on a des prescriptions pour des douleurs pulpaires, mais qui sont sans symptômes généraux, avec une absence de justification clinique dans plus de 80% des cas. Et souvent, on s'aperçoit qu'en fait, lorsqu'on ne fait pas de geste opératoire, pour différentes raisons, à ce moment-là, on fait un peu une prescription par défaut, et c'est la raison pour laquelle la prescription est inappropriée. Et on s'est aperçu effectivement que dans plus de 60% des cas, les prescriptions antibiotiques qui étaient faites avaient été faites sans être associées à un geste opératoire. Alors, soit parce qu'on n'a pas pu, enfin, et en général parce qu'on n'a pas pu le faire. On a regardé aussi, c'est ce que je vous disais, quels étaient, dans les cas de prescription, les types de molécules prescrites. Alors,
Sans surprise, dans 68 à 72% des cas, en accord avec les recos, c'était l'amoxicilline qui arrivait en tête. Lorsqu'on avait des prescriptions de clindamycine, la justification, c'était qu'il y avait une allergie à l'amoxicilline. Et parfois, on retrouvait hors recommandation une prescription d'amoxicilline, pardon, associée à du métronidazole. Et souvent, les erreurs de prescription à ce niveau-là portaient sur le choix de l'antibiotique et le schéma posologique. Alors, pourquoi justement ce mésusage des antibiotiques, enfin en tout cas ces prescriptions inappropriées? En fait, il y a pas mal de causes qui ressortent. Il y a éventuellement, enfin, notamment la pression temporelle parce que c'est le cadre de l'urgence et parce que bah, ça s'ajoute à un planning opératoire. Parce qu'on estime qu'on n'a pas de temps, assez de temps pour faire un geste opératoire et du coup, on en revient, c'est ce que je vous disais, à cette prescription par précaution, en fait. Ça peut être lié aussi à une incertitude diagnostique dans le contexte de l'urgence avec cette frontière qui peut parfois apparaître un peu floue entre symptômes dus à une inflammation et symptômes dus à une infection. Éventuellement un outil d'aide, un manque d'outils d'aide à la décision. Et puis ça peut être aussi une demande un peu insistante du patient qui veut absolument des antibiotiques. Et souvent, donc, on en arrive à une prise en charge palliative par manque de temps ou de moyens techniques immédiats qui conduit à ce mésusage des antibiotiques. Mais ce qui était intéressant de voir, c'est que de façon systématique, c'était toujours multifactoriel et on ne retrouvait pas un facteur prédictif unique qui soit statistiquement significatif et qui pouvait nous permettre de prédire, entre guillemets, ce risque de mésusage des antibiotiques. Alors, je ne sais pas tout présenter parce que sinon mon intervention aurait été beaucoup trop longue. On a fait une analyse en composantes principales complémentaires d'un point de vue stat et en fait, il ressort vraiment que c'est une combinaison de facteurs qui conduit à cette mauvaise indication, en fait, enfin, à cette mauvaise prescription. Alors, si on discute de nos résultats sur les améliorations, bon, on a 10% de réduction des prescriptions inappropriées entre notre première et notre deuxième audit. Donc, on a une meilleure observance des recommandations après feedback et après formation. Les points d'amélioration, on va dire persistants qui demeurent, c'est que on a quand même plus de la moitié des prescriptions qui restent inappropriées, que le piège clinique, ça reste la douleur aiguë, parce qu'en fait, on reste dans ce schéma de pensée qu'on veut soulager vite, en perdant de vue que s'il n'y a pas d'infection, l'antibiotique n'est pas la solution au soulagement de la douleur. Et donc voilà, et donc je l'évoquais, cette frontière un peu floue entre inflammation et infection qui parfois est assez difficile à apprécier en clinique. La gestion temporelle du cadre de l'urgence qui va parfois pousser à prescrire plutôt qu'à réaliser un geste opératoire avec un drainage ou enfin ce qu'il est indiqué de faire d'un point de vue clinique et éventuellement les attentes des patients et cette crainte, alors qui peut être partagée, hein, d'une complication infectieuse qui nous pousse un peu à prescrire par précaution au détriment du bon usage des antibiotiques. Alors, quel levier de progrès? Peut-être essayer d'imaginer des outils d'aide à la décision, notamment en les intégrant peut-être aux algorithmes des logiciels métiers, pourquoi pas? Ça pourrait être une piste. Et quoi qu'il en soit, d'un point de vue plus pragmatique et pratico-pratique, la formation continue des praticiens avec un accent pardon, sur la distinction entre inflammation, infection et une diffusion peut-être plus large ou des rappels plus fréquents des recos. Mais bon, c'est l'objet de l'intervention de ce soir. Donc déjà, a priori, toutes les personnes qui sont présentes y sont sensibles. Enfin, en tout cas, la nécessité de formation et de rappel. Et puis une collaboration entre les professionnels de santé. Alors notre intervention de ce soir en est aussi une illustration, et notamment avec l'intégration des pharmaciens dans la stratégie de prévention en temps réel. Puis aussi, pourquoi pas, bien sûr, une sensibilisation des patients sur le fait que l'antibiotique n'a pas d'effet antalgique et que c'est pas ça qui va faire soulager la douleur. Donc voilà, peut-être un petit peu d'éducation de nos patients aussi. Donc, en conclusion de cette étude, effectivement, les urgences dentaires restent un contexte à risque élevé de mauvaises prescriptions, on va dire, des antibiotiques,
avec ce principal écueil qui est la confusion entre inflammation et infection. Qu'il faut garder en tête que effectivement les prescriptions antibio doivent être réservées à des cas bien spécifiques. Alors je pense que ce sera tout l'objet des interventions à venir, avec une formation continue et un audit régulier qui peuvent être utiles et pertinents, même en cabinet, de se dire bah, je reprends les prescriptions que j'ai faites la semaine dernière et à tête reposée un peu plus au calme, est-ce que finalement toutes étaient conformes au reco ou non? Et toujours garder à l'esprit qu'en fait, l'antibiorésistance, c'est vraiment un enjeu collectif et que les chirurgiens dentistes ont une part non négligeable à jouer dans ce rôle, enfin, un rôle à jouer à ce niveau-là. Donc, grâce à cette étude, ben, on a effectivement illustré la complexité, pardon, de la prescription d'antibio dans le contexte de l'urgence dentaire. Euh, que les dentistes sont souvent en première ligne dans les soins de ville, puisque on reçoit tous des urgences au quotidien, et qu'on a un rôle essentiel à jouer dans la préservation de l'efficacité des antibiotiques en prescrivant correctement. Et donc, c'est grâce à une approche collective et multidisciplinaire qu'on peut y arriver, en tout cas qu'on l'espère. Alors pour conclure, un grand merci à toute l'équipe qui seront bien sûr les co-auteurs de cette étude, puisque tous y ont participé. Alors je ne vais pas tous les citer parce qu'on était nombreux à jouer, mais donc de l'équipe à la fois de l'APHM et de Aix-Marseille Université avec nos collègues pharmaciens qui ont contribué à mettre sur pied et à réaliser cette méthodologie, avec notamment l'analyse des 640 dossiers des patients qu'on a retenus. Voilà, et puis remercier bien sûr tous les collègues praticiens qui ont participé à cette étude et vous remercier vous tous pour votre attention de ce soir. Voilà, merci beaucoup Véronique. Merci beaucoup Delphine, c'était super clair et c'était très J'espère. intéressant. Voilà. Donc je crois que tout le monde a bien compris les enjeux. Et je te remercie aussi d'avoir déjà un peu posé le cadre. Je vais le reposer aussi un petit peu tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas Delphine. Et Avec on va laisser la parole à Catherine qui va nous parler maintenant des indicateurs. Donc Catherine, à toi de nous expliquer un petit peu tout ce que tu as recueilli comme données auprès de la CPM entre autres et au niveau national sur l'usage des antibiotiques par nos amis chirurgiens dentistes. J'ai réussi à récupérer quelques indicateurs concernant les prescriptions des chirurgiens dentistes que je vais essayer de vous présenter. Je voulais juste remercier Delphine parce que j'ai trouvé qu'elle avait fait un remarquable travail pour son évaluation de pratique professionnelle. Je fais pas mal d'audits et vu le grand nombre de patients qui ont été retenus dans l'audit, je trouve ça vraiment remarquable hein, comme travail, franchement. Et donc, ce qui me conforte un petit peu, c'est ce bilan-là que je vous présente, puisqu'on va on va être sur les mêmes chiffres qu'elle. En 2021, on a une campagne menée auprès des chirurgiens dentistes du Grand Est qui a été faite par la direction régionale du service médical et qui a montré que 66% des prescriptions en odontologie n'étaient pas indiquées, qu'elles ne répondaient pas à une infection avérée ou à une situation nécessitant une antibioprophylaxie. Donc, on rejoint un peu les chiffres qui nous ont été présentés. 19% des prescriptions étaient des molécules peu recommandées qui généraient des antibiorésistances, prestinamycine, la doxycycline et spiramycine, l'association spiramycine-métronidazole. Et le taux de remboursement était de 42 millions d'euros par rapport à ces prescriptions euh, faites par les chirurgiens dentistes hein, sur la France. Donc, après ce constat, j'ai un petit graphique là qui représente une évolution des prescriptions antibiotiques pour les trois spécialités médicales entre 2013 et 2023. C'est un tableau qui représente le nombre de prescriptions pour 1000 habitants et par an. On a les médecins généralistes qui sont la courbe en bleu foncé
qui est à droite, avec une échelle qui est à droite, et l'échelle à gauche, pardon, et l'échelle qui est à gauche, qui représente celle des dentistes et des médecins spécialistes. Donc les dentistes, ce sont les prescriptions avec le trait en rose. Donc vous voyez que chez les médecins, on a eu quand même entre 2013 et 2023 une baisse d'à peu près 25% des prescriptions d'antibiotiques, hein, avec vraiment une très grosse baisse au moment du Covid. Par contre, chez les dentistes, hein, on a une augmentation de 8% et avec un tout petit creux au moment du Covid, mais enfin, il n'y a pas du tout une maîtrise de ces prescriptions, hein. Et elles ont augmenté même de 1,4% entre 2022 et 2023, alors que celles des généralistes ont légèrement baissé. Et puis, j'ai une autre remarque, mais qui a déjà été dit, c'est que depuis, enfin, les prescriptions des dentistes représentent à peu près 12,5 à 13% des prescriptions totales. Donc, si on regarde un petit peu la répartition des molécules qui sont prescrites, on a un nombre très restreint de substances. L'amoxicilline, l'association amoxicilline acide clavulanique, les macrolides et apparentés, l'association spiramycine et métronidazole, et on a un petit peu de tétracycline, surtout la doxycycline. Alors, j'ai fait une recherche sur les datas disponibles de la Caisse d'assurance maladie et on peut voir que en 2023, j'ai pu récupérer les pourcentages de prescription entre 2023 et 2024. Alors, vous voyez que l'amoxicilline, quand même, représente un peu plus de 60% des prescriptions et qu'il y a quand même une légère augmentation, ce qui est bon signe, entre 2023 et 2024. Pour l'association amoxicilline acide clavulanique, on a une très légère baisse. On est autour de, un petit peu au-dessus de 10%. Les macrolides et apparentés, on est autour de 13% en 2023 et on a quand même une baisse qui est assez intéressante en 2024. Par contre, l'association spiramycine et métronidazole, qui doit être plus prescrite actuellement, est quand même encore autour de 10% et elle est en légère augmentation en 2024. Alors, je vous ai fait je vous ai fait des graphiques, j'ai 3 graphiques là, afin de montrer un peu l'évolution des indicateurs et nous, ce qu'on regarde un petit peu et ce qu'on suit au niveau du CRATB. On a un premier tableau à gauche où vous avez donc le nombre de prescriptions que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc au niveau français, au niveau de la France, on est autour de 100 prescriptions pour 1000 habitants et par an. Et j'ai des chiffres. Alors, j'ai pas pu récupérer des chiffres sur la région, mais j'avais des chiffres pour le 06 et qui montraient que en 2019 et 2022, on était quand même au-dessus de 120 et voire 130 même pour le 06. Alors, on va essayer de récupérer les données pour la région, mais on a été pointé par le rapport de Santé publique France comme étant la plus grosse région prescriptrice d'antibiotiques par les dentistes. Donc, il faut absolument qu'on arrive à maîtriser nos prescriptions. Donc, on a un objectif cible qui est de 80 prescriptions pour 1000 habitants et par an, qui correspond à une baisse de 20% des prescriptions, une baisse qui nous est demandée par la stratégie nationale de lutte contre l'antibiorésistance, 20% de diminution des prescriptions par rapport à 2019, et c'est comme ça qu'on a calculé la cible, donc de 80. Donc vous voyez que la France est un peu loin, mais alors la région PACA est encore plus loin, donc on a vraiment des progrès à faire. Donc après, on va suivre le ratio, deux ratios, le nombre de prescriptions d'amoxicilline sur amoxicilline acide clavulanique. Donc là, on a un objectif de 10 fois plus de prescriptions d'amoxicilline par rapport à l'association. Donc on est parti autour de 5 en 2019, on monte un petit peu, on arrive à 6 en 2024 et on est à peu près dans les mêmes valeurs que la France entière. Donc, faut faire encore un petit effort pour prescrire un peu plus d'amoxicilline et un petit peu moins d'Augmentin. Alors, j'ai un troisième tableau à vous présenter. On suit le ratio du nombre de prescriptions de pristinamycine, doxycycline et rhodogile
qui sont les antibiotiques peu recommandés, sur le nombre de prescriptions totales d'antibiotiques en pourcentage. Et là, on a un objectif cible d'une valeur inférieure à 5%. Et vous voyez qu'on est parti quand même de très loin en 2019, on était au-dessus de 20%. Et là, on baisse, bon, on est autour de 14%. Et donc, il faudra arriver quand même à un moment à passer en dessous de la barre au moins des 10%, sachant que la France entière ne fait pas mieux, hein. Mais on est quand même là aussi une des régions les plus prescriptrices d'antibiotiques peu recommandés. Donc voilà les trois tableaux que je voulais vous présenter et ce que j'avais un petit peu sur les indicateurs. Ben, merci beaucoup Catherine, parce que c'est vraiment une vision très claire, hein, et puis vraiment imagée qui montre bien où on en est, quels sont les objectifs, comment est-ce qu'on pourrait essayer de tendre vers ça. Est-ce que vous avez certaines questions à poser à Catherine par rapport à ces Oui. indicateurs? Alors, en fait, bon, je suppose que, évidemment, quand on fait des enquêtes comme ça, on est objectif et on a pensé au fait que, bah, parce que il y a Cédric qui dit la population de praticiens est plus âgée. Moi, j'avais pensé la population carrément générale est plus âgée dans le 06, par exemple, ou en PACA même, que le reste de la France, et peut-être présente des pathologies plus nombreuses, puisque plus âgées. Mais je vois que Cédric, lui, dit la population de praticiens est plus âgée. Donc, Alors, de praticiens, je ne sais pas répondre, mais de population, je sais Oui. répondre. Effectivement, PACA, on a 5 ans de plus en moyenne par rapport aux autres régions françaises. mais est-ce que ça rentre en ligne de compte comme élément pour rééquilibrer les pourcentages? Parce que forcément, on ne peut pas comparer une population de moins de 35 ans, par exemple, avec une population de plus de 65 au niveau des pathologies, des, justement de C'est la c'est une bonne prophylaxie. réflexion, Gérard, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas d'ABAC en fonction de l'âge de la population qui pourrait nous permettre de grappiller un peu sur le nombre de prescriptions antibiotiques qu'on pourrait donner. On s'interroge d'ailleurs sur toutes les raisons qui font qu'on fait plus de prescriptions antibiotiques dans la région. L'âge est peut-être une raison, il y en a peut-être d'autres qu'on pourra peut-être un peu détailler, mais c'est l'objet de recherche, en tout cas de questionnement actuel. Mais voilà, en tout cas, 50 de plus en moyenne, c'est peut-être quand même un élément non négligeable, tu as raison, il faut peut-être l'avoir un petit peu dans un coin de l'esprit. Moi, ma question, c'était surtout à partir du moment où, je ne sais pas si c'est vrai, hein, si la population de praticiens dans la région est plus âgée, on peut penser qu'elle a de plus mauvaises habitudes et qui sont plus dures à changer, et donc ça expliquerait le mauvais choix de molécules. Moi, je parlais pas tant en volume de prescription, mais plutôt sur le mauvais choix des molécules. Ben, aux urgences, comme nous l'a montré Delphine, on est plutôt sur des jeunes praticiens, hein, et visiblement, ils font pas mieux, donc je crois pas que... C'est pour ça que j'avais mis un point d'interrogation, hein. Ok. Concernant l'âge de la population, on a exactement le même problème de consommation antibiotique pour les médecins généralistes, hein, dans la région. Il y a pas, il y a pas que les dentistes, hein. C'est vrai qu'on est, on est un gros pourvoyeur de prescriptions antibiotiques en PACA, même au niveau des médecins généralistes, hein. Du Après, coup, on a quand d'une même manière beaucoup de résistance, hein. Et d'une manière plus générale aussi, ça vient peut-être aussi comment dire, du profil des personnes qui consultent. Alors, c'est en train de changer, mais le manque de prophylaxie, de prévention, fait qu'il y a une négligence, et on sait tous que la population générale, hein, quand il y a une négligence au niveau bucco-dentaire, ça conduit forcément à une infection dentaire. Oui, C'est irrémédiable. c'est une réflexion importante. Donc, on a une population de patients Oui, qui n'est pas la même que celle d'un médecin généraliste ou d'un médecin autre qui va voir pour une fracture, que sais-je. Nous, c'est la conséquence du manque de prévention euh, en matière de santé bucco-dentaire qui conduit à ce que bah, il y a peut-être plus d'infections réelles dans notre patientèle que dans la patientèle d'un médecin.
Oui, Donc, là, c'est peut-être pour ça qu'on représente 12%. Alors, bien sûr, j'ai bien entendu que dans les 12% de prescription, il y avait une prescription inappropriée. Mais en volume, peut-être que bon, ça explique la différence. là, il y a peut-être un élément de réponse que je peux t'apporter, c'est que la région PACA, comme tu le sais, est une région très pauvre. En fait, les villes de Nice et de Marseille sont des villes pauvres. Paris, c'est 14% de pauvreté et Nice et Marseille, c'est 22%. Donc, en fait, c'est des villes très contrastées où il y a une petite population très aisée, très riche, on le sait, mais il y a aussi quand même beaucoup de pauvreté. Et quand on est pauvre, effectivement, tu as raison, parfois l'hygiène bucco-dentaire n'est pas ce qu'elle devrait être. Ça, c'est peut-être aussi un élément de réponse. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Euh, non, a Ou priori, sinon, on c'est va tout. Ouais. passer la parole à Nadim, donc Nadim Kassir, qui est praticien hospitalier à Marseille, à l'IHU. Merci beaucoup, Nadim, de nous parler de l'antibioprophylaxie, des nouveautés. À toi, Nadim. Merci beaucoup Véronique. Bonjour à toutes et tous. Donc Nadim Kassir, je suis infectiologue à Marseille et voilà, c'est un plaisir de pouvoir partager certaines informations qui ont été relativement nouvelles pour moi lors de la préparation de cette présentation et qui, de mon expérience de patient, m'ont surpris, notamment, euh, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir de prescription d'antibioprophylaxie sur des soins dentaires et malgré certaines indications qui le recommandent fortement. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de partager effectivement ces informations avec quelques notions qui semblaient indispensables sur la thématique de la prophylaxie, avec un objectif clair qui est la prévention du développement d'une infection et une condition, bien entendu, qui est indispensable, c'est l'absence de tout foyer infectieux. C'est peut-être la difficulté dans ces situations-là de pouvoir s'assurer de l'absence de foyer infectieux avant de prendre la décision d'une antibioprophylaxie. Néanmoins, c'est le prérequis pour pouvoir envisager cette administration qui est faite par voie systémique, une seule dose unique d'antibiotiques dans l'heure qui précède l'acte invasif. Et là aussi, c'est effectivement voilà, une organisation à mettre en place, une explication aux patients qui doit être adaptée. Et effectivement, une des règles d'or dans l'antibiothérapie reste le fait de pouvoir prescrire dans un contexte bien précis et uniquement lorsque l'antibiothérapie ou l'antibioprophylaxie est recommandée avec un certain nombre d'évolutions au niveau des recommandations. Donc, pour parler d'antibioprophylaxie, on en vient aux molécules qui sont recommandées. Donc, à l'heure actuelle, pour l'adulte, que je détaillerai plus précisément, peut-être l'enfant, c'est une autre problématique. Pour l'adulte, donc, la prise unique, c'est 2 grammes d'amoxicilline. En cas d'allergie à la pénicilline, c'est azithromycine 500 mg, ou si allergie à l'azithromycine également, ou intolérance, ou disons contre-indication, pristinamycine 1 gramme. Les conditions d'administration qui sont recommandées, c'est bien entendu de le faire avant le geste invasif. Si jamais ça n'a pas pu être fait, ça peut être administré jusqu'à 2 heures après le geste invasif, un peu comme sur disons sur la problématique de l'antibioprophylaxie chirurgicale. L'autre élément, c'est que cette prescription, qui est une prescription à dose unique, doit être accompagnée d'une explication et, dans la mesure du possible, d'une délivrance par les pharmaciens de cette dose unique et non pas de la boîte entière qui est, et ça a bien été montré, un facteur de mésusage de l'antibiothérapie, notamment par de l'automédication chez nos patients. Et l'autre élément, effectivement, qui semble aussi très important dans cette considération, c'est que euh, les actes pour lesquels l'antibioprophylaxie est recommandée devraient être espacés de 3 semaines pour pouvoir garder les bénéfices, effectivement, de cette antibioprophylaxie.
Donc, il y a effectivement des recommandations, la NSM et la HAS, qui ont été, pour celle de la HAS, réévaluées en 2024. Et je vais faire peut-être de manière un peu livresque, mais un peu un condensé de ces recommandations en partant de référentiels que vous connaissez sans doute très bien, mais notamment d'antibiotiques, qui est une aide à la prescription qui est très, très agréable disons, à la navigation et qui permet pour chaque situation de trouver la réponse sur les recommandations d'antibiothérapie prophylactique ou antibiothérapie curative qui seront présentées ultérieurement. Bien entendu, je ne détaillerai pas les personnes considérées comme immunodéprimées ou les personnes au risque d'endocardite infectieuse, mais bien entendu, ça nécessite de temps en temps de revenir sur ces recommandations pour être plus au clair. Ensuite, comme référentiel, sans faire de publicité orientée, bien entendu, le CRATB, avec la possibilité pour la région PACA de nous solliciter avec des lignes téléphoniques et des services qui sont à votre disposition pour répondre en cas de difficulté et en cas disons, de situation qui ne correspondent pas exactement à ce qui est recommandé, notamment sur la question des allergies, notamment sur la question des patients immunodéprimés, avec des définitions qui ne sont pas toujours aisées à poser. Des propositions de formation, sans faire non plus de publicité pour d'autres crèmeries, il y a effectivement, bien entendu, des sites, et notamment celui-là qui est très intéressant, qu'on a partagé avec des collègues impliqués dans le bon usage des antibiotiques en France, qui semble tout à fait intéressant dans l'accompagnement et encore une fois sur la démarche de formation médicale continue qui reste l'enjeu majeur dans le bon usage des antibiotiques. Donc, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, effectivement, cette antibiothérapie prophylactique se décline sur l'ensemble des actes d'odontologie, de parodontologie et d'implantologie, et avec des situations bien précises que vous connaissez bien mieux, que je remets ici un peu voilà, en synthétisant un peu les informations. Sur les actes non invasifs, que ce soit des actes de prévention non sanglants, des pauses post-opératoires de suture, prise de radiographie dentaire, soins restaurateurs sans atteinte pulpaire, pose de prothèses amovibles, pose ou ajustement d'appareils orthodontiques, excusez-moi, voilà, sur les prises de radiographie dentaire, il n'y a pas d'indication, que ce soit pour la population générale, les patients immunodéprimés ou les patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Pour les chirurgies périapicales, avec ou sans comblement osseux, sans membrane de régénération osseuse, l'antibioprophylaxie reste indiquée chez les patients immunodéprimés, les patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Également pour les soins odontiques à pulpe plus ou moins vitale pour les patients immunodéprimés et les patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Pour les mises en place de digues, pas d'indication pour les trois populations ciblées. Pour ce qui est de la parodontologie, l'allongement de couronne clinique, indication d'antibioprophylaxie pour les patients immunodéprimés ou patients à haut risque d'endocardite infectieuse, comblement et greffe osseuse uniquement pour ces deux populations, détartrage, greffe gingivale, lambeaux d'accès ou déplacés, protéines dérivées de matrice lamellaire, sans membrane de régénération osseuse, uniquement pour ces populations, et pour la mise en place de membranes de régénération osseuse, une alerte contre-indiquant le geste relativement pour les patients en risque d'endocardite infectieuse, avec une possibilité d'accompagnement, une réduction du risque par ailleurs, par l'accompagnement voilà, sur les autres facteurs de risque infectieux et éventuellement un accompagnement avec un avis infectiologique sur ces patients à haut risque. Pour ce qui est des avulsions dentaires et transplantations, amputation radiculaire uniquement recommandée pour les patients immunodéprimés et patients à risque d'endocardite infectieuse, autotransplantation pour toutes les populations concernées,
Avulsion sur arcade, alvéolectomie, séparation de racines uniquement pour les populations à risque. Et ensuite, avulsion d'une dent incluse, avulsion d'une dent de sagesse, chirurgie pré-orthodontique à ce moment-là pour l'ensemble des populations. Et ça, je pense que c'est effectivement une situation qui est, voilà, à ma connaissance, personnelle, pas toujours proposée et plutôt orientée sur des antibiothérapies post-avulsion. Chirurgie des tissus, biopsie des glandes salivaires accessoires, chirurgie osseuse sans hors acte de chirurgie maxillofaciale ou ORL uniquement pour les populations à risque. Pas d'antibioprophylaxie pour les XRS de tumeurs bénignes buccales. Les frénectomies uniquement pour les populations à risque. Et enfin, en implantologie, pose dégagement d'implants uniquement pour les populations à risque. Chirurgie périimplantaire sans membrane de régénération osseuse pour toutes les populations, chirurgie des périimplantites également avec une alerte chez les patients à haut risque d'endocardite infectieuse et également pour les poses de membrane de régénération osseuse. Enfin, sur les actes bucco-dentaires invasifs autres, alors sur l'anesthésie locale intraligamentaire, antibioprophylaxie recommandée avec effectivement une réévaluation sur les dernières recommandations pour les populations à risque. Toute autre anesthésie en site non inflammatoire, pas d'antibioprophylaxie. Pour les soins prothétiques et orthodontiques, uniquement pour les populations à risque. Coiffage pulpaire et dents permanentes, pas d'antibioprophylaxie et une alerte chez les patients en risque d'endocardite infectieuse. Et enfin, pour les pulpectomies, des dents temporaires, uniquement chez les patients immunodéprimés, une alerte chez les patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop détaillé dans cette présentation, mais voilà, c'est un peu un condensé des recommandations que vous connaissez sans doute, mais qui ont eu quelques réajustements sur les dernières recommandations de l'HAS 2024. Merci. Merci beaucoup, Nadim. Je ne sais pas peut-être si la plupart des personnes sont bien au clair par rapport à la notion d'immunodépression ou pas, parce que quelquefois aussi peut-être que la difficulté vient que on se fait un peu de soucis pour son patient et qu'on imagine que quand il a telle ou telle pathologie, il est effectivement immunodéprimé. Donc peut-être est-ce que tu peux nous rappeler ce qui est un peu la règle pour dire que le patient est immunodéprimé, s'il te Voilà, plaît? c'est essentiellement des patients traités par traitement immunosuppresseur, notamment les corticothérapies de longue durée à forte dose, chimiothérapie, patients vivant avec le VIH fortement, enfin en tout cas non contrôlés sur le plan immunologique, et effectivement des patients euh, pour lesquels un traitement immunosuppresseur est recommandé dans le cadre de pathologies auto-immunes ou inflammatoires. Mais dans ces conditions, effectivement, enfin, étant donné, j'ai retrouvé sur différentes sources, voilà, des populations pas toujours homogènes, à moins de revenir sur les recommandations de l'HAS. Je pense que ça peut être une discussion avec soit l'infectiologue du CRATB, soit le médecin spécialiste en charge de la pathologie en question pour évaluer le risque infectieux spécifique à l'immunosuppression en cours. Très bien. Merci beaucoup, Nadim. Alors, il y avait une question, mais qui correspondait plus à l'intervention juste avant. C'était concernant le birodogile, métronidazole, spiramycine. Quelqu'un se demandait pourquoi, quelque part, c'était peu recommandé, alors que dans la notice, il y a marqué infection de la bouche et que, bon, finalement, c'est un antibiotique historique et qui semblait donner des résultats cliniques, hein, euh, mais donc. Euh, pour quelle raison, quelque part, pourquoi on le retire pas du marché carrément s'il n'est pas recommandé? Effectivement, c'est une discussion qu'on pourrait peut-être poser, hein, peut-être à la NSM ou peut-être aux autorités, parce que en fait, la problématique, c'est qu'il est sous-dosé dans l'association
à la fois en spiramycine et en métronidazole. Donc, en fait, tu as 1,5 million de spira et 250 de métronidazole. La recommandation, c'est d'en donner un comprimé 2 fois, voire 3 fois par jour, mais on n'arrive pas aux posologies optimales de spiramycine 9 millions et de métronidazole qui sont plus souvent aux alentours d'1 gramme, 1,5 gramme. Donc, en fait, on n'est vraiment pas sur des posologies recommandées. Voilà. Et donc, si ça marche bien, bah, c'est qu'on n'avait pas besoin d'antibiotiques. D'accord. Bon, bah, écoutez, à ce moment-là, je vais vous proposer de parler avec vous de l'antibiothérapie, mais peut-être sur un sujet un tout petit peu plus large au départ pour poser un petit peu le cadre. Donc, la question, de façon un peu plus générale, c'est finalement, vous êtes concerné bien sûr par votre pratique, hein, c'est tout à fait normal, mais peut-être aussi c'est intéressant de vous positionner comme un acteur de la lutte contre l'antibiorésistance. Et finalement, on vous a dit aujourd'hui qu'il y avait un problème d'antibiorésistance, mais on vous a pas dit que dans votre pratique de dentiste, il y avait des résistances. Est-ce qu'à votre avis, quand vous faites des soins dentaires, vous êtes souvent exposé à de la résistance dans votre pratique? Donc, on va le voir rapidement pour vous rassurer. En général, vous, dans votre pratique, aujourd'hui, on décrit peu de résistance, même s'il faut reconnaître qu'on les cherche pas toujours beaucoup non plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'examens microbiologiques qui sont faits. On va plutôt s'intéresser à comment vos prescriptions participent à l'antibiorésistance avec la notion d'antibiotique critique qu'on va détailler ensemble. Et puis, je voulais quand même mettre cette question qu'on va juste aborder là dans le plan, j'irai pas plus loin, mais aujourd'hui, de plus en plus, on se pose la question de quelles conséquences pour un organisme, un être vivant, un microbiote, que de prendre des antibiotiques. C'est-à-dire, en fait, l'idée qu'il ne faut jamais banaliser une prise d'antibiotiques. Aujourd'hui, on sait qu'une prise modifie pendant des années un microbiote. Et on a quand même la notion que énormément de maladies chroniques sont en lien avec des microbiotes modifiés, des dysbioses, des microbiotes appauvris. Donc, je pense qu'il est vraiment important d'avoir cette vision un petit peu écologique au sens large de la prescription des antibiotiques. On va ensuite faire un petit focus sur les recommandations, en sachant qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits ces dernières années sur les prescriptions chez les dentistes, des sites, des outils numériques, des recommandations. Mais en fait, les nouvelles recommandations, vraiment de l'AHS, elles vont sortir très prochainement. Donc, il y a une saisine, vous verrez, et vous aurez peut-être des réponses un peu plus précises et un peu plus actuelles dans quelques mois. Voilà, donc un petit focus sur le microbiote buccal. Vous savez que c'est très complexe, le microbiote buccal, hein. On en décrit vraisemblablement 700 espèces, peut-être davantage. Globalement, vous savez qu'il y a des cocciplus, les streptocoques, qu'on appelle non groupables, streptocoques oraux, il y en a plein, on va pas les détailler tous. Ceux-là, plus ou moins, ils sont toujours, alors en médecine, vous savez qu'on peut pas mettre toujours, hein, c'est comme en amour, mais bon, on pense qu'ils sont quand même quasiment beaucoup sensibles à la pénicilline, et donc on n'a pas beaucoup de données de résistance. En revanche, ces streptocoques peuvent avoir de temps en temps des résistances acquises au groupe macrolide, lincosamine, synergistine et au groupe cycline. C'est pour ça qu'un macrolide n'est pas pour vous toujours aussi sécurisé dans vos prescriptions par rapport à la pénicilline. Il peut y avoir de temps en temps des résistances. Le pourcentage exact, on ne le connaît pas, mais ça peut exister. Et puis ensuite, les deux grandes autres catégories de germes qu'on a dans la bouche, c'est les BGN anaérobies, Prevotella, etc., Fusobacterium, et puis il y a aussi des bacilles gram-positifs, les Actinomyces. Donc toute cette flore, qui s'accompagne d'ailleurs aussi de champignons, elle est plutôt sensible aux antibiotiques, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'études. Alors, je vous montre un tableau, on ne va pas regarder le tableau en détail, vous imaginez bien. Ce tableau, il date de 2011, mais je veux simplement regarder avec vous la colonne pénicilline A, qui correspond à l'amoxicilline, hein, dont on vous demande de la prescrire. Et vous voyez que ce soit sur les BG+, que ce soit sur une grande partie des BG-, qui sont des anaérobies, vous voyez que ça marche quand même plutôt bien, et notamment sur les fusobacterium. Vous voyez que bien sûr sur les cocciplus, ça marche sur tous, sauf sur le staph, mais vous n'avez pas de pathologie à staph, et puis les spirochètes aussi. Donc on est vraiment sur quelque chose qui doit vous rassurer.
Et quand on regarde la colonne des macrolides, eh bien, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus d'incertitudes, et notamment des anaérobies qui n'en sont pas du tout sensibles, et beaucoup de doutes aussi sur les autres souches. Voilà, donc c'est un petit peu pour poser le cadre sur comment vous pouvez être rassuré par la prescription d'amoxicilline sur les pathologies de la flore buccale de vos patients, qu'il s'agisse de parodontopathie ou de pathologies plus pulpaires. Alors maintenant, on va voir un petit focus rapide quand même hein, sur l'antibiothérapie, l'antibiorésistance menace pour l'humanité dont nous a parlé Delphine en introduction. Et c'est vrai qu'on a un petit peu cette phrase qui revient par l'ONU depuis les années 2000-2017. Et globalement, c'est décrit par l'OMS comme une pandémie silencieuse, c'est-à-dire qu'on n'en entend quand même pas beaucoup parler. Actuellement, à peu près 1 million de décès annuels dans le monde sont recensés comme étant uniquement ceux de l'impasse thérapeutique. C'est-à-dire le patient avait une maladie, on n'a pas pu trouver l'antibiotique qui allait et il est mort à cause de cette résistance. C'est quand même déjà en France environ 6 000 cas par an et les prévisions, vous avez entendu tout à l'heure Delphine, sont de 10 millions par an en 2050. Donc voilà la table, on va dire un petit peu la géographie de où ça va se passer. Donc, essentiellement en Afrique et en Asie, c'est vrai, mais en Europe, quand même, 380 000 décès de la résistance aux antibiotiques. Vous voyez que c'est quand même considérable et ça doit nous préoccuper grandement. Ce sera la première cause de décès aussi fréquente que celle des cancers et ça peut-être met fin à ce terme de transition épidémiologique qu'on avait en tête, c'est-à-dire qu'on se disait que grâce aux antibiotiques qui existent depuis les années, en gros à la louche, hein, 40, on avait réussi plus ou moins à maîtriser toutes les problématiques infectieuses. Et bien en réalité, on se rend compte que c'est pas le cas. Et en ce moment, dû à la résistance et dû aux nouvelles épidémies, vraisemblablement que l'infectiologie va redevenir une préoccupation pour beaucoup de citoyens et de professionnels de santé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette résistance? Eh bien, ça correspond surtout à des bactéries gram-négatifs qu'on appelle des bêta-lactamases à spectre étendu plutôt en Asie. Ça correspond à des carbapénémases, c'est-à-dire des bacilles essentiellement gram-négatifs qui ont des mécanismes qui les rendent résistants à toutes les classes d'antibiotiques, dont les dernières que sont les carbapénèmes. Et puis, vous avez aussi dans des pays comme l'Afrique, toutes les infections, en fait, sont dues à des bactéries résistantes, qu'elles soient gram-négatifs ou à gram-positifs. L'Inde et l'Afrique sont considérées comme étant quasiment en ère post-antibiotique dès à présent. Et ce sont des infections communautaires. Alors, ça, c'est un état des lieux. Maintenant, quelles sont les causes de cette antibiorésistance? Alors, bien sûr, en premier lieu, l'utilisation. Et vous verrez qu'il n'y a pas que l'utilisation, parce que dans des pays comme l'Afrique, il n'y a pas forcément beaucoup d'utilisation. Mais chez nous, en tout cas, dans les pays occidentaux, c'est quand même essentiellement l'utilisation. Sur ce camembert qui date de 2019, retenez quand même, vous voyez que l'immense partie des antibiotiques aujourd'hui délivrés dans le monde ne le sont pas pour soigner les hommes, hein, qui représentent le petit camembert vert, enfin la petite tranche du camembert en vert, mais sont pour les animaux à titre de facteur de croissance, puisque quand on dit non thérapeutique, c'est uniquement comme facteur de croissance, et donc ça représente tout ce qui est donné dans l'industrie agroalimentaire et dans l'élevage. L'homme, finalement, ne représente une petite partie de la consommation des antibiotiques sur Terre. Alors, en Europe, on n'est plus dans ce cas-là, on ne donne plus d'antibiotiques dans l'élevage, mais dans beaucoup d'endroits dans le monde, États-Unis, Brésil, Asie, etc., on en donne encore beaucoup. Fleming nous avait prévenu que si on jouait avec les antibiotiques, on en aurait des conséquences. Ben, vous voyez, elles sont là. Alors, ceci dit, en Europe et en France, on consomme beaucoup d'antibiotiques. On est en France le 4e ou le 5e pays en fonction des années le plus consommateur d'antibiotiques. Et même si effectivement, Catherine vous a montré cette courbe, heureusement, on descend petit à petit notre consommation avec un beau trou Covid, mais qui remonte, eh bien, à l'échelle européenne, vous voyez sur cette photo-là qui est de peu de temps, 2019, je crois, vous voyez quand même que la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce sont au-delà de nous en termes de prescription et d'ailleurs ont beaucoup de résistance. Et puis après, au bout de l'échelle, vous avez tous les pays du Nord qui sont les plus vertueux, comme la Norvège, la Suède, la Finlande, dans lesquels il y a très peu de prescriptions antibiotiques et très peu de résistance bactérienne aux antibiotiques aussi. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour poser le cadre.
Chez nous aussi, médecins, on a à faire notre mea culpa, il n'y a pas que chez vous. 50% des antibiothérapies sont inutiles ou inappropriées. Et donc, ce qui est très important, c'est de comprendre que tous les antibiotiques ne sont pas égaux dans le fait qu'ils vont provoquer une résistance chez votre patient et surtout dans le microbiote de votre patient. Et donc, ce qui compte, c'est deux choses. La nature des antibiotiques et notamment ce qu'on appelle les antibiotiques critiques. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, un antibiotique critique dans votre pratique en odontologie, peut-être c'est pas un terme qu'on utilise beaucoup, mais c'est des antibiotiques qui favorisent la sélection de BMR dans le microbiote. Donc, en bref, c'est des antibiotiques à très large spectre. Donc, c'est les céphalosporines de troisième génération. Bon, ça, vous en utilisez très peu. C'est l'amoxicilline acétylclavulanique. Donc là, c'est le gros facteur où il faudrait modifier les choses. C'est les fluoroquinolones. Ça, vous en utilisez très peu, voire pas, et tant mieux. Et puis, c'est aussi l'azithromycine qui fait partie des macrolides aussi recommandés en alternative aux pénicillines et qui est un antibiotique critique pour des tas de raisons. Et puis l'autre facteur, hein, en dehors de la nature, qui intervient dans la résistance, ben, c'est la durée. Et donc, il y a aujourd'hui des recommandations qui vont de plus en plus dans le raccourcissement de la durée des protocoles antibiotiques. C'est vrai en médecine humaine, c'est peut-être vrai en odontologie. Et en tout cas, il y a très peu d'arguments pour dépasser 7 jours, sauf exception, dans les durées d'antibiotiques qu'on donne en thérapeutique. Il y a plein d'autres facteurs de la dissémination d'antibiorésistance. Je ne vais pas détailler là-dessus, mais sachez que, bien évidemment, l'hygiène des mains, ça compte. Le niveau des infrastructures, c'est-à-dire le niveau de modernité des hôpitaux, des établissements de santé, des laboratoires de biologie, tout ça, c'est très important. Et pas mal de facteurs environnementaux, notamment les résidus d'antibiotiques dans les eaux, les industriels qui fabriquent les antibiotiques, avec beaucoup d'antibiotiques déversés dans les effluents des rivières et qui participent à la résistance, des facteurs climatiques, notamment l'élévation de la température avec les modifications du climat, les événements extrêmes, les inondations, les intempéries, les incendies, tout ça. La pollution de l'air, ça c'est quelque chose peut-être dont vous ne vous doutiez pas, mais effectivement les gènes de résistance se baladent sur les particules fines, les microplastiques, les métaux lourds, les voyages. Toute cette considération-là, elle rentre en compte dans ce qu'on appelle une vision une seule santé ou One Health de l'antibiorésistance qui est représentée par ce sigle, hein, où on a les trois santé humaine, santé animale, santé environnementale, et qu'il faut aujourd'hui aborder dans tous les gestes que l'on fait, dans toutes les pratiques que l'on a. Tout ça pour dire que ces facteurs, ils sont très variables en fonction des pays et il y a donc beaucoup de discordance entre consommation et résistance. Pour le faire très schématique, il y a des pays comme nous, riches, où on consomme beaucoup, mais on n'a pas beaucoup de résistance parce qu'on a un très bon index de sécurité sanitaire et on se lave plutôt pas mal les mains. Il y a des pays assez riches où ils ont beaucoup de consommation, mais beaucoup de résistance. C'est la Grèce, c'est l'Italie, où ils ont beaucoup moins d'infrastructures que nous et peut-être un petit peu moins de mesures d'hygiène. Il y a des pays où ils consomment très peu et ils ont beaucoup de résistance, comme par exemple l'Afrique ou l'Inde ou la Chine, parce qu'en fait, ils en ont beaucoup dans leur environnement, dans l'élevage, ils produisent des antibiotiques, donc ça les plombe en termes de résistance malheureusement. Donc vous voyez que tout ça est un peu inégalement réparti au sujet de la planète. Maintenant, on va revenir à l'odontologie, on va revenir aux prescriptions bucco-dentaires, et c'est simplement pour vous rappeler ce tableau de 2011. C'est en 2011 qu'il y a eu des dernières recommandations. Donc, on ne va pas détailler ce tableau, mais vous voyez qu'elles demandent à être actualisées. Très rapidement, elles avaient posé déjà le cadre en demandant quand même d'utiliser l'amoxicilline en première intention, mais en deuxième intention, on avait la clindamycine et il est très probable que vous ne la verrez plus dans les recommandations qui vont arriver, là, qui vont sortir dans quelques mois, parce qu'elle a quand même été reliée beaucoup au risque d'infection à Clostridium difficile, dont vous savez que c'est une pathologie grave et donc il faut essayer de la limiter au maximum. Donc je pense que vous la verrez plus. Mais sinon, les autres recommandations n'ont pas beaucoup changé, donc je ne vais pas les détailler, on va les revoir un petit peu plus avant. Il y avait à l'issue de ces recommandations de 2011 des conseils pratiques sur l'antibiothérapie. Rapidement, on est en thérapeutique maintenant, il ne faut prescrire que quand on a une infection avérée. C'est toute la problématique que posait Delphine, que quelquefois on a du mal à aborder chez un patient qui se plaint de douleur. C'est qu'il ne faut pas traiter une infection chronique par des cures d'antibiotiques itératives, mais faire le geste chirurgical qui va bien, et c'est recommandé dans toutes les situations. Il faut donner une monothérapie qui suffit la plupart du temps et la réévaluer à 48 heures,
Que l'amoxicilline, comme je vous l'ai montré sur le tableau des résistances, ça marche vraiment sur la plupart des germes. Donc, c'est ce qu'il faut utiliser de fait de son spectre étroit, de son moindre impact sur le microbiote, de sa meilleure tolérance et de tout ce qu'on a déjà abordé ensemble. Et que les durées de traitement doivent être relativement courtes. Voilà, il y a plein de... Amélie, par exemple, .fr, en février 25, a repositionné ses 10 commandements, mais de façon un petit peu plus visuelle. Voilà, en tout cas, tout ça est tout à fait connu. La question que je vous pose, et on va répondre tout à l'heure au cas clinique, parce qu'on a vu que quelques personnes avaient accepté qu'on voit un peu les réponses, eh bien, c'est finalement, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a l'impression quand même qu'on a parfois un petit peu de discordance. Donc, ce sera intéressant dans les questions. Donc voilà, ça c'est la HAS qui donc va répondre à une saisine. La saisine a été faite en 2022 de revoir toutes ces prescriptions, parce que ça datait de 2011. Ça a été validé par le collège en 24. Leurs travaux sont en train de se finaliser. Peut-être que même que Catherine nous en dira un mot, parce qu'elle participe aux recommandations de la HAS. Mais normalement, été ou automne, la 2025, vous aurez de nouvelles recommandations. Mais en attendant, il y a un nouveau livre qui est sorti en infectiologie, cette fois-ci médicale, qui s'appelle Le Pili, c'est notre Bible à nous. Et donc, il est sorti très récemment et j'ai donc utilisé les tableaux qui sont dedans, qui sont très réactualisés, donc tout neuf, pour vous donner le cadre de ce qui est recommandé cette fois-ci en antibiothérapie systémique. Et en antibiothérapie systémique, là, on a aussi ces trois catégories, hein, donc population générale, immunodéprimée et patients à haut risque d'endocardite. Ben, vous voyez que pour tout ce qui est pulpaire, ben, caries, etc., il n'y a pas de recommandation. Pour ce qui est des pathologies qui sont plus parodontales, eh bien, on va voir des recommandations qui vont varier en fonction du type de pathologie. Là, clairement, je ne vais pas détailler parce que je serais bien incapable de différencier cliniquement ce qui relève de la maladie parodontale nécrosante ou du reste. Donc, je vais simplement vous montrer ces tableaux qui sont assez clairs par rapport aux recommandations. Dans tout ce qui est périimplantaire aussi, dans les accidents d'éruption, eh bien là aussi, pas de recommandation chez la population générale et même chez les patients à risque. Mais en revanche, voilà, des recommandations un petit peu plus larges pour tout ce qui est ostéite, bien évidemment, ostéite et alvéolite suppurée et sinusite maxillaire aiguë d'origine dentaire. Donc là, on a des tableaux, je veux dire, sur ce tableau-là, vous avez toutes les situations d'antibiothérapie systémique. Donc peut-être il peut vous servir affiché quelque part pour avoir sur un coup d'œil les façons dont on prescrit. Et en termes de molécules, eh bien, ça reprend exactement ce que vous a donné Nadim tout à l'heure en curatif. On est sur essentiellement l'amoxicilline, avec cette fois-ci non pas 2 grammes en une prise avant le geste comme en prophylaxie, mais 1 gramme fois 2 en posologie de base pour un adulte de poids normal et de fonction rénale normale. Et quand on est sur des macrolides, eh bien, on est sur des posologies plus courtes, des durées plus courtes pour l'azithromycine et des durées toujours à 7 jours pour la clarithromycine. Je voudrais quand même revenir sur ces notions d'allergie, on le verra sur la conclusion, mais en France, 10% des gens se disent allergiques aux pénicillines, alors qu'en réalité, il n'y a qu'1% des gens qui sont allergiques. Et donc, il est important, alors peut-être sur le fauteuil dentaire, c'est difficile de vous assurer de ça, mais si vous avez une patientèle suivie et qu'ils vous disent à un moment donné qu'ils sont allergiques, il faut en obtenir une vérification auprès d'un allergologue. Pour les raisons qu'on a vues au départ, ça marche moins bien. Et pour le patient, c'est une perte de chance, cette allergie. Donc, il faut vraiment qu'on soit très au clair par rapport à ça. Quand on n'a qu'une maladie parodontale nécrosante, on a vu que c'était des BGN, des anaérobies. On peut faire une monothérapie par métronidazole. Vous voyez que la posologie, c'est de 500 fois 3. Donc, ça ferait 6 comprimés, par exemple, si on voulait prendre le burodogil. Donc, on voit bien que c'est pas du tout approprié. Voilà, le seul cas où j'ai vu qu'on pouvait encore prescrire des cyclines, c'est dans des maladies parodontales. Et là, la durée est estimée à 14 jours. Je ne connais pas la clinique, donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Je ne fais que remettre sur le tableau ce qui est recommandé. Et puis, vous voyez que sinon, on est toujours sur cette fameuse amox. Et uniquement dans la sinusite maxillaire, on a en première intention l'augmental. Voilà, je ne vais pas détailler pour le reste. Vous retrouverez tout ça sur des sites très bien faits, donc d'antibiotiques. Nous, en médecine, on a Antibioclic. On essaye de le promouvoir parce que c'est quand même très
comme l'a dit Nassim, très très bien fait, avec beaucoup de détails, beaucoup de sources bibliographiques, beaucoup d'informations. Donc quand on a un peu du temps pour comprendre toute la problématique, je pense que c'est très bien. Et après, vous avez d'autres sites qui sont plus imagés, un peu plus synthétiques, comme celui de l'Association dentaire française, mais qui est très bien fait aussi, et qui notamment met en place aussi des outils de prévention pour nos patients que vous pouvez mettre dans la salle d'attente pour ceux justement qui vous proposeraient, enfin qui demanderaient des antibiotiques alors qu'ils n'en ont pas besoin, et pour essayer de leur faire comprendre que c'est pas un bénéfice pour eux. Il y a des choses assez ludiques sur ce site, hein, des escape games, des serious games, des choses un petit peu pour apprendre l'antibiothérapie en s'amusant. Mais vous voyez que sinon, ils sont imagés, ils sont bien faits, ils sont très visuels, ils sont sympas. Il y en a un fait par le Grand Est aussi, qui s'appelle Antibiodentaire, qui est très bien fait aussi. Et comme le disait Delphine en introduction, peut-être que pour vous rendre encore plus la tâche simple, il faudrait pouvoir implémenter directement les indications de bon usage dans les logiciels métiers pour que vous n'ayez pas trop de difficultés à savoir comment faire et que vous ayez des ordonnances automatiquement réalisées. Et puis, vous le savez peut-être, la CPAM va s'intéresser au profil prescripteur, à ce qu'on appelle aussi des proxy indicateurs, et va venir vous rencontrer, vous spécifiquement, en fonction de vos profils de prescription pour vous aider à aller vers une amélioration de vos pratiques. Alors nous, médecins, on est quelquefois aussi très ennuyés avec des urgences dentaires. On n'a aucune idée de l'anatomie, on ne sait pas trop comment poser un diagnostic en dentaire. Et là aussi a été réfléchi à un site numérique qui s'appelle Odontoclick, qui va bientôt être diffusé et dans lequel on va aussi nous aider, nous médecins, à prescrire la bonne antibiothérapie. Donc, je vous montre par exemple, parce que c'est plutôt sympa comme ils font, une péricoronarite. On nous aide en nous montrant bien anatomiquement à quoi ça ressemble pour effectivement illustrer tout ça, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de le voir. Et on nous propose des recommandations de traitement. Et ensuite, bien sûr, on va faire en sorte qu'il aille chez le chirurgien dentiste. L'important, c'est aussi d'éduquer les patients, hein. On l'a vu, il y a des demandes de la part des patients. Donc, en plus de ces affiches que vous pourrez trouver sur certains sites, eh bien, il y a notamment le site Antibiomala, vers lequel vous pouvez diriger vos patients, qui leur explique ce qu'il faut faire, notamment là, vous voyez, dans les abcès dentaires, les symptômes, pourquoi est-ce qu'il n'est pas nécessaire de prendre des antibiotiques, que ça vient sur une dent cariée, non soignée. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui intéressant pour que vos patients aient le même discours que vous leur tiendrez, mais écrit sur un site officiel, et c'est toujours plus confortable d'avoir cette possibilité, d'avoir ces informations comme relais. Donc voilà, donc en résumé, hein, vous avez compris avec tout ce qu'on a dit ce soir, que les prescriptions d'antibiotiques en odontologie, ben, c'était important. Vous êtes les deuxièmes plus gros prescripteurs, c'est à peu près 13%, on va pas trop revenir là-dessus, mais c'est des cas de mortalité par échec thérapeutique. On n'a pas encore assez d'amox, beaucoup de bithérapie, une trentaine de pourcents des cas. Voilà, plein de choses sur lesquelles on a déjà bien détaillé les choses. Cependant, il faut noter quand même, parce que c'est toujours important de dire quand les choses vont mieux, une certaine amélioration ces dernières années, puisque là, on est plutôt à plus de 60% en antibiothérapie. Voilà, il y a quand même un progrès et je vous en remercie de tous être très attentifs à ça. Et peut-être en take-home message, pour vraiment synthétiser les choses, rappelez-vous que tout est important, le volume et la nature, donc bien poser l'indication, des durées courtes, des spectres étroits, que les macrolides sont moins efficaces, qu'il faut les réserver aux vrais allergiques. On a vu là, sur ce qu'a nous démontré Catherine en 2024, si on additionne les macrolides et la spiramycine plus flagile, on était à 24%, hein, 10 et 11%, donc on est vraiment loin des 1% qu'on devrait avoir. On aura peut-être en 2025 une discussion sur la position de la CLADA. Vous avez bien compris que les associations ne sont pas à faire et on n'en a pas parlé, mais je voulais aussi vous rappeler qu'il est vraiment recommandé d'éviter d'associer des AINS dans le cadre de maladies à risque, notamment infectieux ou d'infections avérées, parce qu'il y a toujours ce risque de diffusion de l'infection sur l'effet immunodépresseur des AINS et de la possibilité d'augmenter la synthèse de certaines molécules quand on donne des AINS sur des streptocoques, molécules particulièrement dangereuses sur les tissus. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, j'espère que peut-être il y aura quelques questions par rapport à cette intervention, ou sinon, on ira directement au cas clinique.
Oui, il y a Thibaut qui demande pourquoi avoir changé les recommandations en cas d'allergie à l'amoxicilline, d'être passé de la recommandation à prescrire clindamycine et par maintenant azithromycine. Ben, parce qu'en fait, la Clinda est le médicament, l'antibiotique est le plus à risque de donner une infection à Clostridium difficile. Tu sais, ces infections digestives, hein, la Clinda a un fort effet sur le microbiote. Donc, elle permet que quelqu'un qui est porteur, on est tous un peu porteurs de Clostridium, mais sous Clinda, cette bactérie peut émerger avec une production de toxines et donner une diarrhée post-antibiotique très grave qui s'appelle l'infection à Clostridium difficile. Et ça peut être mortel, même quelquefois, hein, c'est rare, mais ça peut être mortel. Donc, c'est des choses pour lesquelles les sociétés savantes se sont prononcées comme favorisant donc maintenant l'azithromycine, qui a aussi des tas de défauts, hein, et notamment dans ces défauts, cette demi-vie très longue de 3 semaines qui fait qu'elle est à risque de sélectionner des résistances et qu'elle est maintenant mise dans les antibiotiques critiques. Voilà, on n'a pas, si tu veux, une alternative aussi optimale que l'amoxicilline, malheureusement, pour les allergiques. Mais donc il y a Sophie qui dit aussi, il y a 15 jours, elle a été contactée par la CPAM qui lui a donné comme recommandation en première intention l'azithromycine au Oui, détriment de l'amoxicilline. mais pour les allergiques, non, pas pour... A priori, elle a l'air de dire non, 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 c'est non, l'amoxicilline l'azithromycine ne doit être en donnée cas d'allergie. que en cas d'allergie. Et les D'accord. allergies sont beaucoup plus rares que ce qu'on croit. Et 1% des gens. donc, il y a Jacques qui demande aussi, est-ce que c'est toujours recommandé de prescrire des ultralevures en accompagnement des antibiotiques? Alors, en fait, on l'a beaucoup fait et je crois que c'est plutôt une bonne façon de faire. Les probiotiques ont clairement le vent en poupe. La problématique, c'est qu'on ne sait pas encore vraiment très bien comment les prescrire, quelle durée, quelle nature, voilà. Mais on a beaucoup montré, notamment dans les antibiothérapies prolongées, que ça pouvait être un facteur préventif par rapport aux infections à Clostridium difficile. Donc moi, j'avoue que je trouve que notamment chez les sujets un peu âgés, les sujets un petit peu à risque, c'est plutôt une bonne chose que de proposer des probiotiques aux patients. Alors, ultralevure ou probiotiques, hein, voilà, c'est chacun un petit peu ses prescriptions, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, attention, hein, quand on en prescrit, il faut toujours dire aux gens, on les prend pas en même temps que l'antibiotique, hein, toujours à plusieurs heures de décalage, et on les prend, si possible, à peu près, voilà, en même temps ou éventuellement quelques jours après, mais plutôt en même temps et avec des heures décalées. Bon, Euh, alors INS, c'est pas pareil que pour la cortisone, effectivement. La cortisone peut parfois être proposée dans des cas rares, mais ça peut éventuellement être associé quand il y a véritablement une inflammation majeure, des douleurs majeures, mais c'est surtout les INS qui ont une gravité potentielle. alors, et Sophie précisait que c'était pas en cas d'allergie qu'on lui avait donné le message, que Bah, le message avait déjà été diffusé l'année dernière, apparemment. ah bon, Euh, mais ça, alors ça m'étonne beaucoup, hein. Enfin, je ne veux pas mettre en doute ce qui a été dit, mais l'azithromycine n'est donnée en aucun cas en première intention, dans aucune indication. ah bah, au moins, Sophie va corriger Voilà. euh, l'info. Donc, la question de Gilles concernant les INS, tu as répondu. Bah, c'est tout, je crois, hein, c'est bon. Alors, j'aimerais bien que Sophie Munier donc me dise si elle se souvient de. Alors, elle va pas se souvenir de qui à la CPAM, hein, mais un petit peu comment ça s'est passé, parce que voilà, est-ce qu'il y a peut-être une situation dans laquelle ça a été évoqué ou quelque chose qui pourrait mettre sur la piste de pourquoi on a donné ce message? Parce que du coup, ça brouille un peu le message, hein, Ah si ben c'est ça le cas. brouille totalement le message, Ouais. on Mm, est tout à mm. fait d'accord. Bon, ça, je ne sais pas, mais ça mérite en tout cas qu'on s'y attarde. Et je vois qu'il y a le docteur Rafa Fazamena qui dit qu'il a un patient allergique à tous les Ah oui, antibiotiques. Alors ça, c'est pas de chance, hein. ouais. Mais il a été testé, il est vraiment testé, estampillé, tamponné par des allergologues allergiques à tous les antibiotiques. Moi, j'ai jamais vu ça, hein, dans 40 ans d'infectiologie. J'ai jamais vu quelqu'un d'allergique à tous les antibiotiques. Alors, je ne sais Oui, pas si Cédric. ce médecin peut nous en dire un peu plus, s'il avait vraiment
des allergies validées. Alors, moi, je vous dis, j'ai jamais vu ça. Maintenant, quand quelqu'un est allergique à tous les antibiotiques, nous, par exemple, en infectiologie, on a toujours quelques antibiotiques qui sont destinés aux gens allergiques. Donc, je crois qu'on doit pouvoir se débrouiller quand même. À mon avis, on doit pouvoir trouver quelque chose. Donc, à votre disposition pour discuter du patient et pour trouver avec vous comment faire pour ce patient, si vous souhaitez. Yeah. Est-ce qu'il existe Euh, des intolérances aux excipients et non à la molécule? Bien évidemment. C'est même la majorité en fait des gens qui se disent allergiques, ils sont allergiques aux excipients. C'est pour ça que c'est important de faire des tests. C'est pour ça qu'il faut effectivement aller voir un allergologue. Voilà. On va passer à Sébastien qui va Alors, je vais faire le partager mon corriger. écran parce que je crois. Alors, si Sébastien est là, Il est hop, là. il est là. Et voilà. Donc, euh, hop. Là, c'est le résultat des questions Ouais. qu'on avait envoyées. Donc, euh, il y avait 7 cas cliniques, 7 situations cliniques. Donc, là, c'est le résultat sur 40 réponses. On en a eu un peu plus, mais j'avoue que j'ai pas eu le temps de synthétiser les dernières réponses qu'on a eues. Mais bon. Euh, donc, le premier cas, Sébastien, c'était l'implant unitaire chez un Ouais. patient de 60 ans. Déjà, Hein. merci beaucoup. Merci à tous. Bah, c'était vraiment extrêmement intéressant. Merci pour l'invitation et je vais essayer maintenant de répondre à ces 4 cas cliniques qui peuvent amener de grosses discussions. Et j'ai beaucoup aimé une question au tout début qui était est-ce que le problème n'est pas l'enseignement de la fac? Le premier cas clinique va pas répondre à la question, mais peut-être donner une indication sur ça. Donc, l'implant unitaire, c'est un cas fréquent et par habitude, on a tous, enfin beaucoup, on a appris à la fac de prescrire un traitement antibiotique associé à la pose d'un implant unitaire. Aujourd'hui, les recommandations, c'est de ne pas prescrire, il n'y a aucune raison de prescrire un antibiotique avant la pose d'un implant unitaire. Si jamais on posait un implant unitaire sur un site où il y avait déjà eu des complications, un implant qui avait déjà perdu un implant qu'on repose, effectivement, on peut prescrire une antibioprophylaxie et pas une antibiothérapie. Les recommandations aujourd'hui, c'est plus que 3 implants, on prescrit une chirurgie longue, c'est-à-dire qui va dépasser 1 heure et demie, antécédent de complications et un patient immunodéprimé, effectivement. Sinon, l'implant unitaire, pas de prescription d'antibiotiques aujourd'hui. Et là aussi, c'est au-delà de la fac, je pense que ce qui est problématique, c'est que les recommandations évoluent. Là, en l'occurrence, je me suis beaucoup basé, et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, il y a une nouvelle recommandation qui est sortie associée entre la CNEP, qui est le Comité national d'enseignement de parodontologie, et la SFPIO, qui ont sorti, ou qui ont sorti récemment tout un nouveau fascicule sur la prescription d'antibiotiques qui est extrêmement intéressant. Et voilà. L'idée, c'est d'essayer de se mettre le plus souvent à jour là-dessus, et des nouvelles recommandations. C'est peut-être ce qui est le plus difficile parce qu'entre ce qu'on a appris à la fac et l'évolution de la science, des fois, il peut y avoir un petit décalage. Deuxième cas clinique, le retraitement endodontique. Donc là, le cas clinique présenté, il n'y avait pas de symptomatologie particulière, pas de prescription d'antibiotiques puisque le traitement ici sera mécanique. L'idée, c'est vraiment d'aller nettoyer, désinfecter les canaux pour qu'on puisse avoir une cicatrisation osseuse. Donc là, pas de nécessité de prescrire un antibiotique. L'abcès parodontal aigu. On est d'accord que c'est là où certainement entre ce qu'on a vu depuis tout à l'heure et ce que l'on fait, il y a un petit décalage. On a tendance à vouloir prescrire parce que, surtout que je crois que c'était, oui, on nous dit sans signes généraux ah non, c'était pas celui-là où on nous donnait Sans signes une généraux, notion abcès de, paro aigu, ouais, sans signes généraux, mais sans là on signes n'a pas de, généraux. parce qu'il y a un autre cas où tout à l'heure on verra aussi le problème de l'agenda. À Ouais. partir du moment où il n'y a pas de signes généraux et qu'on peut drainer l'abcès, il n'y a pas de raison de prescrire un antibiotique. Donc, le traitement ici, c'est vraiment le drainage de l'abcès. Si jamais il y avait une atteinte systémique, oui, on peut prescrire, mais sinon, pour l'abcès parodontal, le traitement, c'est vraiment d'aller drainer si vous pouvez pas drainer, vous n'avez pas accès à l'abcès, oui, on peut prescrire, mais sinon, pas de nécessité de prescrire un antibiotique. Quatrième cas, extraction dentaire chez un patient diabétique qui est un patient diabétique équilibré, sans signe d'infection préexistante. Pareil, pas de nécessité de prescrire un antibiotique dans ce cas-là, puisqu'il n'y a aucun signe qui nous permette de dire. Et puis de toute façon,
Ici, l'antibiotique ne servira pas à grand-chose. Même une antibioprophylaxie, à partir du moment où nous sommes sur un patient diabétique équilibré, il n'y a pas de nécessité de prescrire d'antibiotiques. Alors, si, Un petit... il y avait Ouais, eu vas-y. il y avait eu il y a eu, quand il y a eu les deuxièmes parties de réponse, il y en a eu un peu plus dans la deuxième partie, euh, parce que j'ai eu, après, là c'était sur 20 et quelques, 25, et sur les 50 réponses, il y avait un peu plus qui prescrivaient quand même un antibiotique, dans le cas du Du diabétique. patient diabétique? Ah, Ouais, parce que ouais. moi, j'ai les premières réponses. Donc là, Et oui. il y avait peu de... Ouais, moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a quasiment tout le monde ne prescrivait pas dans ce que j'avais. Mm, Non, en fait, la distinction dans le patient diabétique, ça va vraiment être globalement est-ce qu'il est équilibré ou pas. mm, Un patient diabétique équilibré qui est suivi, moi, ce que j'aime faire, c'est que je leur demande les prises de sang. C'est souvent des patients qui sont très bien suivis, qui ont des prises de sang régulières, donc je leur demande de me les amener et on regarde ça ensemble. À ce moment-là, je le considère comme un patient entre guillemets normal et pas de mm. nécessité de prescription d'antibiotiques. Sachant que là, on est sur, enfin, d'après ce qu'on décrit ici, c'est un cas clinique où il n'y a pas de, c'est une extraction dentaire simple, donc Ouais, pas de nécessité de prescription. ok. Le cas suivant. Cellulite diffuse, ouais, orofaciale. Là, c'est un peu plus de discussion. Donc là, on a, d'après les symptômes décrits, trismus, fièvre à 39 et signes d'atteinte de l'état général. Là, oui, prescription, je dirais même plus que selon le cas de figure ici, c'est un patient qu'il faut envoyer vers l'hôpital. Donc là, ça peut même être une prescription en intraveineuse, enfin une administration en intraveineuse, et c'est un cas qui dépasserait complètement notre pratique. Mais si jamais c'est quelque chose qui est avec des signes généraux, on va dire relativement modérés, qu'on prend en charge au cabinet, oui, là, il y a une prescription d'antibiotiques. On pourra, je sais, je vais dire ce que je fais, je sais pas, on me corrigera, mais ici, c'est un cas où je vais prescrire amoxicilline plus acide clavulanique en 3 prises par jour pendant 7 jours. Si c'est un patient allergique, ça sera de la clindamycine, 300 mg en 3 prises par jour aussi. Mais Mais, vraiment, attention, voilà, c'est un cas qui peut être compliqué, celui-là. et là, du coup, après avoir assisté à cette soirée, le birodogile, pour le coup, c'est presque c'est une faute, là, dans ce Ouais, cas-là. ouais, exactement, c'est à proscrire sur le coup. Ouais. Alors Là, que pour je le me coup, rappelle des cours qu'on a eu à la fac, c'était où j'ai un mauvais souvenir de ce que j'avais appris à la fac, mais l'antibiotique pour les patients allergiques, c'était en seconde intention, c'était le birodogile. eh oui, eh oui. Ok. Cas clinique Sixième cas, suivant. ah voilà, c'est celui-là qui nous avait fait donc l'urgence Alors, dentaire avec image là, comme je suis apicale. en plein écran, je vois pas le chat, hein. Je ne sais pas s'il y a des questions en même temps, mais à la Si, il y limite, a une question, mais c'est voilà. une question de Cédric. Je ne sais pas si on la donne maintenant. Je ne sais pas, c'était par rapport Ah, à l'abcès parodontal. La Sécu peut retoquer le remboursement s'il n'y a pas de prescription d'antibiotiques associés. C'est Cédric qui a posé cette question. alors ça, bah, je ne savais même pas que les deux étaient liés à la Sécu. Je sais pas. Je Bah, c'est-à-dire que, en fait, la Sécu, s'il y a un contrôle, ils sont un petit peu, on va dire, scolaires, entre guillemets, et ils partiront du principe peut-être que s'il n'y a pas eu de prescription d'antibiotiques, ça voudrait dire qu'il n'y avait pas d'infection, quoi, tu vois, presque, hein. Je pense, hein, que c'est comme ça ouais, qu'il l'entend, Cédric, hein, non? Oui, oui, c'est ça. Pour eux, s'il y a abcès parodontal, il y a prescription Force. d'antibiotiques. Mais Non, mais on c'est voit pas le des même service, hein, discordances, là, hein. du coup. C'est On le voit ouais. des service. discordances entre des recos et des situations de remboursement. Malheureusement, c'est pas pour autant que Ah c'est oui, non, mais ça se saurait. Là, c'est le problème comptable de la Sécu. C'est pas le exactement, problème de exactement. santé, ça c'est Eh oui. clair. Après, ce que je trouve intéressant, je ne savais pas qu'il y avait un nouveau. Enfin, si j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas quand est-ce qu'il sortait sur le nouveau référentiel de la HAS. Actuellement, on voit que beaucoup de sociétés scientifiques dans plein de domaines différents ressortent des recommandations, retravaillent dessus. On sent que c'est un véritable problème. La preuve, c'est qu'il y aurait une discordance entre ce que la CPM recommande et ce que les sociétés scientifiques recommandent. Donc, il y a quand même un travail encore à fournir à ce niveau-là, hein. Mm. Donc, le cas de l'urgence, voilà, ça c'est un cas typique des cabines dentaires, l'urgence dentaire avec image apicale dans un contexte de planning serré. En gros, c'est typiquement le patient qui vient au cabinet, on n'a que 10 à 15 minutes pour le recevoir et il faut le soulager.
Mm. Techniquement, ce patient, si jamais on a la possibilité d'ouvrir la dent, le traitement en urgence, c'est d'ouvrir et d'aller drainer et de pouvoir diminuer son problème comme ça. Mais il est vrai que j'imagine qu'une grosse partie des dentistes, et je suis le premier à l'avoir fait lorsque je peux pas faire autrement, que je n'ai pas le temps de recevoir le patient, ou que j'ai pas le temps ou des fois des problèmes d'anesthésie. Enfin, il y a plein de choses qui vont faire qu'on va avoir la prescription facile. Pourtant, je sais qu'il faut pas prescrire, que le traitement, c'est d'ouvrir. Et j'avoue que j'ai une tendance des fois à aller à la simplification et me dire, ben, on va prescrire. Il y a aussi une pression patient. Il y a beaucoup de patients, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, qui pensent que parce qu'on ne prescrit rien, on ne traite pas. Pourtant, on fait un acte, hein, surtout. Enfin, nous, on a des actes qui sont très techniques globalement. Et il y a beaucoup de patients qui ont tendance qui nous rappellent après, que ce soit après la pose d'un implant ou une extraction, en nous disant, je crois que le docteur a fait une erreur et il m'a pas prescrit d'antibiotiques. Et oui, Et il y a on a une une forme pression aussi des d'inquiétude. patients là-dessus, Il y a une inquiétude. C'est une inquiétude complètement. souvent. Ils se disent, Et en plus, ça peut être euh, euh, comment ça peut inciter aussi à penser que si la cicatrisation, des fois, elle se passe pas toujours comme il faut, comme il m'a pas donné d'antibiotiques, c'est pour ça que ça va pas bien, quoi. Donc, ça peut être aussi. ouais, il y a une pression patient Mm, là-dessus, je trouve mm. aussi assez importante. Et enfin, le dernier cas, le surfaçage radiculaire, c'est le patient avec parodontite. Là aussi, en réalité, il n'y a pas de réponse absolue. Donc là, on nous donne des éléments cliniques. Donc, c'est un patient de 30 ans sans antécédent de maladie générale, donc pas de problème. Le diagnostic parodontite stade 2 grade C, donc ça c'est par rapport à la classification, la dernière classification des maladies parodontales. Euh, le traitement, ça sera un surfaçage radiculaire bouche complète. Donc là aussi, j'imagine que quand on dit bouche complète, très souvent, ça veut dire qu'il y aura une ou deux séances. Bouche complète peut être fait en deux séances. Dès qu'on dépasse deux séances, ça s'appellera plus un traitement en bouche complète. Et au niveau de la prescription, alors officiellement, les recommandations, c'est pour les stades 1 et les stades 2, on n'a pas de prescription d'antibiotiques, ce n'est pas nécessaire. Et si jamais on en faisait une, par exemple, parce que c'est un patient où il n'y a pas d'adéquation entre la quantité de tartre présente et les poches que l'on objective, ça serait vraiment une prescription après le traitement radiculaire et pas avant ou au moment où il y a certains qu'on voit au niveau de réévaluation. Si jamais c'est un stade 3 et 4, oui, on va donner des antibiotiques après le traitement radiculaire, c'est-à-dire qu'on fait son traitement, son surfaçage, et au moment du surfaçage, juste après, on va pouvoir associer de l'amoxicilline plus métronidazole. Et si c'est un patient allergique, on pourra faire que du métronidazole, 500 mg, 3 fois par jour pendant 7 jours. Mais voilà, ça, le cas de la parodontite reste un cas un petit peu à discussion parce que sur le contexte décrit, j'aurais dit que je ne prescrirais pas. Maintenant, c'est un grade C, ça veut dire que c'est une évolution rapide sur un patient jeune. Donc, techniquement, ça, c'est un cas, même si on n'est que sur un stade 2, on va dire stade 2 grade C et potentiellement un patient qui va mal évoluer. Et sur un patient de 30 ans, alors il faudrait avoir, pour dire si je prescris ou pas, j'aurais besoin d'avoir le charting sous les yeux et un peu plus d'éléments cliniques. Mais comme ça, je dirais non, mais je garde quand même la potentialité de prescrire en fonction de d'autres éléments cliniques. C'est un cas un petit peu compliqué ici, comme ça à répondre. Si on avait Ouais. les mêmes descriptions sur un patient de 60 ans, par exemple, j'aurais pas prescrit. Patient de 30 ans avec un grade C, on est sur une évolution extrêmement rapide. Euh, Voilà. Après, il peut aussi y avoir en fonction de quelles sont les dents atteintes. Si on est sur des pluriradiculés, si beaucoup de pluriradiculés sont atteintes et que je sais que mon traitement radiculaire va être complexe, oui, j'aurais tendance, même si c'est un grade C et que les recommandations ne le font pas sur un stade 2, dans les derniers tableaux parus, en fait, c'est toujours après à recommandation, ils disent d'experts. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'en prescrit pas sur un cas simple. C'est un cas qui peut présenter des complications. On va avoir tendance à prescrire pour potentialiser le traitement de surfaçage. Mais voilà, ça reste un cas à discussion. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on a eu beaucoup de réponses un petit peu différentes. On a encore le birodolgile. Je trouve que le birodolgile est beaucoup revenu dans les réponses qu'on a reçues. Mais Mhm. je pense que c'est des résidus de ce que l'on a appris il y a quelques années encore. Oui, et puis le birodogile, c'était vraiment l'antibiotique des chirurgiens dentistes, hein. C'était vraiment Ouais. l'antibiotique qu'on prescrivait quand il y avait un problème paro. C'était vraiment, ouais.
Donc, merci Ben voilà, on arrive au bout. Sébastien. Merci à vous. Merci beaucoup, Sébastien. Avec plaisir. Donc, on arrive au bout de ce séminaire. Je ne sais pas si vous avez pu poser toutes les questions qui vous ont intéressé. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir peut-être a posteriori si vous aurez une réflexion sur la prescription, sur la diminution, encore une fois, des traitements. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que vous allez expérimenter dans les semaines à venir. Peut-être on pourra faire une petite évaluation secondaire, Gérard, hein, peut-être, je sais pas, dans un mois ou deux, envoyer un petit questionnaire pour savoir si il y a eu quelque chose qui s'est modifié dans les pratiques. Ça pourrait être intéressant. On nous demande, dans le cas d'une alvéolite, doit-on prescrire des antibiotiques? Ben, en fait, il y a deux cas d'alvéolite globalement. Il va y avoir l'alvéolite sèche et l'alvéolite suppurée. En cas d'alvéolite sèche, non, pas besoin de prescription d'antibiotiques. En cas d'alvéolite suppurée, il y aurait un geste chirurgical à faire d'aller nettoyer, on va dire, l'alvéole, associé à une prescription d'antibiotiques. Hmm. Mais honnêtement, alors je vois la majeure partie des cas d'alvéolite que j'ai eu à traiter, c'est que des alvéolites sèches. Hmm. C'est assez rare, franchement, les suppurés. Donc là, la prescription n'a pas d'intérêt. Ça n'apportera rien au patient. Par contre, là, on tombe dans le cas de figure où on a une pression patient qui nous dit oui, mais si j'ai pas d'antibiotique, globalement, on fait une erreur, quoi. Et, il nous appelle et j'ai encore mal, il faut me faire une prescription d'antibiotiques et limite ils se mettent sous antibiotiques tout seuls parce qu'ils ont eu des trucs qu'il a restés dans les placards. En tout cas, merci à tous, hein, et merci aux intervenants. C'était top parce que c'était très clair, concis, efficace. J'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'on était nombreux dans ce cas à bien apprécier. Voilà, donc nous, en tant que RPS, on organise pas mal de choses. Donc la semaine prochaine, il y aura un webinaire sur l'hypnose. C'est complètement différent, mais c'est voilà, mardi prochain, hein, donc pour ceux qui sont intéressés, et un atelier en présentiel sur la gestion des ressources humaines. Donc c'est encore autre chose, dans un cabinet dentaire, jeudi 3 avril à Nice. Donc voilà, c'était pour faire un peu la pub sur nos prochains événements. En tout cas, merci à toi, Véronique, et merci à tous. Et puis, Merci à tous. à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir.